Merci à tous pour votre présence cet après-midi. Je me présente, Frédéric Pontoire de l'agence d'urbanisme. Avec les collègues ici présents, on vous propose de prendre la parole quelque temps là, en début de séance pour cette séance que nous on appelle capitalisation des petits déj du ZAN. Alors on aurait pu en faire un petit déj, mais finalement on fait ça à l'heure de la sieste. Quelques chiffres que vous avez ici sous les yeux, parce que pour parler de ZAN, c'est vrai que c'est un peu difficile de ne pas avoir de chiffres, mais du coup on s'est raisonné sur trois chiffres synthétisant le sujet sur lesquels plusieurs d'entre vous se sont mobilisés. Donc 7 rendez-vous en 2024, 7 petits déj, une séance de capitalisation aujourd'hui, et vous êtes aujourd'hui les dignes représentants d'environ une centaine de personnes qui ont ont participé à ces petits déj du ZAN. Quelques mots introductifs sur ce sujet qui a pu provoquer des débats, qui le fait encore, et vous donner un peu notre point de vue en tant qu'agence d'Urba sur le sujet du ZAN. Donc au-delà des débats, au-delà de l'écume de ces débats-là, nous, l'intime conviction qu'on a sur ce sujet-là, c'est qu'avec le ZAN, la France avait comme ambition de prendre résolument le virage de la sobriété foncière. Virage en revanche dont on a pu voir tout au long de l'année ou des 2 dernières années, dont la vitesse était âprement négociée. Et encore pas plus tard qu'en novembre dernier, où on nous promettait une troisième loi sur le ZAN, troisième loi qui à ce stade est plutôt restée dans les limbes du Sénat. Par contre, ce qui nous semble intéressant, c'est qu'au-delà du virage, l'objectif des débats qu'on a pu avoir avec vous dans cette année, des débats que l'agence a pu avoir avec des techniciens dans les territoires ou avec les élus, c'est que l'objectif, lui, ne semble plus, au-delà des débats que j'évoque, ne semble plus faire trop sciller sur la manière, sur la nécessité de l'atteindre. Donc ce qui nous semble intéressant, c'est que rien que le fait peut-être d'avoir formulé le zéro, ça fait comme si tout le monde se retrouvait avec l'évidence en face des yeux, c'est que le foncier sur lequel se fait l'aménagement du territoire n'est pas illimité. Donc ça paraît d'une telle évidence qu'on l'avait peut-être oublié. Et nous, il nous semble intéressant en tout cas de pouvoir le rappeler en introduction. Donc fort de ces éléments-là, le sujet du ZAN a été positionné à l'agence par les élus de ces instances comme étant fortement structurant, comme vous pouvez l'imaginer, pour les expertises de l'agence. Donc vous avez ici sous les yeux l'ensemble des sujets sur lesquels vous avez accès à l'agence d'urbanisme, positionnés comme centre de ressources sur le ZAN. Vous pouvez les égrener dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. En tout cas, nous, voilà les sujets sur lesquels on a pu travailler, sur lesquels vous pouvez venir interroger l'agence. C'est qu'en premier lieu, le sujet du ZAN a généré pas mal de débats conceptuels. Donc souvenez-vous les débats sur ce que c'est que la consommation, ce que c'est de l'artificialisation, ce que ça sous-entend le passage de la 2D à la 3D. Donc on s'est un peu essayé, nous, à clarifier tous ces éléments-là, en toute humilité, aux côtés des services de l'État. Le sujet du ZAN a amené d'autres éléments éminemment importants, c'est qu'a remis au centre des débats l'importance des sols vivants, sujet sur lesquels il nous semble, nous en tant qu'urbanistes, en tout cas, on n'avait pas tant de compétences que ça, et que ça semblait vraiment intéressant de pouvoir se repencher sur les sols, la valeur des sols, leur constitution, leur devenir possible, leur pérennité dans le temps. Donc tous ces éléments-là, vous avez aussi accès à des éléments sur le site de l'agence. Tout ça se retrouve dans des publications de différents formats, des notes juridiques, des notes un peu plus fouillées qu'on appelle les thémas, des formats plus synthétiques, le B à bas sur ce sujet-là. Et puis on bascule là plutôt sur la droite de la roue. On s'est aussi évertué à essayer de clarifier tout ce qui était un sujet occupant beaucoup les esprits, à savoir qu'est-ce qu'on observe en la matière, avec quelles sources, quels enseignements ça nous donne et qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'observation et surtout en termes de décision. Le tout se faisant bien sûr agrémenté de pratiques de débats ZAN entre guillemets qu'on a pu avoir dans l'ensemble des territoires, que ce soit la métropole ou les autres territoires d'intervention de l'agence. Donc là-dessus, on se positionne de manière pas humble du tout. Vous avez plein de choses à se trouver sur le site de l'agence. Là où par contre,
Nous, il nous semblait qu'on était relativement, qu'on devait forcément, s'il te plaît, Joanne, se teinter d'humilité, c'était sur la manière de pouvoir aller parler du ZAN avec tout le monde. Et là, on a essayé ce petit graphique que vous avez sous les yeux, date d'environ 2 ans. On a essayé de se représenter un peu les mondes et les domaines d'activité, les champs de compétences qui allaient à un moment pouvoir être impactés par le sujet de la sobriété foncière et du ZAN. Donc on vous les égrène, vous les avez sous les yeux. C'était le monde du développement et de l'aménagement de résidentiel, le monde du foncier et de l'aménagement, celui de l'économie et du développement touristique éminemment important sur nos territoires montagnoirs, qu'ils soient proches ou lointains. Et puis d'autres mondes que vous avez ici sur la droite, le monde agricole et celui de la préservation de la nature. Donc qu'on soit bien d'accord, tous ces mondes, tous ces champs d'activité, tous ces domaines ne sont pas impactés en premier lieu par le sujet du ZAN. Pour autant, c'est l'ensemble de ces expertises appelant forcément comme substrat de travail les sols et le foncier. Arrive à un moment, la question de la sobriété foncière viendra impacter les modes de faire. Donc c'est aussi sur fort de ce questionnement-là qu'on a institué les petits déj du ZAN en se disant, et si nous, l'agence, avec notre point de vue plutôt de faiseurs de règles, de gens travaillant sur la planification territoriale, sur l'urbanisme réglementaire, sur la bascule vers le projet, si on avait à aller interroger les acteurs de l'opérationnel, quelles questions on pourrait vous poser? C'est aussi pour ça que vous étiez là. Et surtout, qu'est-ce que vous avez à dire comme étant impacté par ce sujet du ZAN? Est-ce que vous en étiez lointain? Est-ce que vous en étiez plus ou moins proche? Est-ce que vous en étiez conscient? Donc c'est aussi ça les enseignements qu'on vous donne aujourd'hui. On vous propose un petit brief vidéo, une vidéo qui est forcément partielle puisqu'elle fait environ une dizaine de minutes. Donc résumer 7 petits déj en une dizaine de minutes, c'est forcément un tour de force. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir un peu ce que chacun d'entre vous a pu évoquer. La première question que nous pose le ZAN, c'est peut-être la remise en question du modèle de la maison individuelle, hein, puisqu'effectivement, il faut d'abord économiser l'espace et puis ensuite aller vers le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc tous les territoires, notamment à travers le document d'urbanisme, on va mettre en place des trajectoires de réduction de la consommation d'espace. Et c'est vrai que la maison individuelle, autant c'est une forme d'habitat qui reste très plébiscitée par la population, hein, régulièrement des sondages qui montrent que 80-85% des gens se projettent dans une maison individuelle. Mais aussi c'est une forme qui est quand même très consommatrice d'espace, hein. Sur les données qu'on peut sortir à l'agence par exemple, hein, entre 2015 et 2020, 80% des surfaces qui ont été consommées par de l'habitat le sont par de l'habitat individuel, alors que l'habitat individuel c'est que 43% des logements qui sont produits. Le frein à la maison individuelle aujourd'hui, avant le ZAN, on le perçoit déjà. Il y a différents impacts aujourd'hui à la maison. Clairement, la hausse des coûts de la production de logements, la hausse des coûts de la construction qui n'est pas résorbée, qui est de l'ordre d'à peu près de 30% sur 2 ans. La hausse des taux d'intérêt également, qui diminue la capacité des ménages de près de 25%. Et puis récemment, le retrait complet de la maison individuelle du dispositif prêt à taux zéro. Même si aujourd'hui, dans bon nombre de PLU, on a déjà des PLU que j'appelle ZAN compatibles, c'est-à-dire qui présentent des projets sur des OAP, on perçoit déjà que la sobriété foncière fait partie de la réflexion de ces PLU. Ce qu'on va retrouver dans l'offre demain, c'est probablement un peu plus de petits collectifs en secteur rural. Donc là, il y a tout un apprentissage à faire parce que quand on dit collectif dans un village, on peut aussi avoir besoin de faire de la concertation pour le faire comprendre. Il y a un sujet d'adaptation qui est majeur en ce moment. La première adaptation des entreprises, c'est l'emploi parce que forcément, moins de production, c'est une menace sur l'emploi et c'est une menace qui est importante aujourd'hui. Le sujet de la réhabilitation, on sait que c'est un des 3 axes majeurs de mise en œuvre du ZAN avec la densification et la renaturation. Et souvent, dès qu'on parle de réhabilitation, il y a rapidement une dimension patrimoniale qui arrive. Et on sait que la réhabilitation, encore plus quand elle connaît une dimension patrimoniale, elle rencontre de nombreux freins techniques, financiers, opérationnels pour sa mise en œuvre. On connaît plein de très beaux exemples emblématiques de réhabilitation avec dimension patrimoniale, mais comme l'a bien montré Emmanuel
en introduction, l'enjeu du ZAN, ça va être la massification en fait. Ça va être de faire de la réhabilitation une vraie filière de production pour répondre aux besoins en logement, pour répondre aux besoins en locaux d'activité, en équipement, etc. Qu'est-ce qui fait que les opérations sont, dans la réhabilitation sont différentes par rapport au neuf? Eh bien, ça va être tout simplement la recherche de l'équilibre économique. Elle est liée à une différence majeure avec le neuf, et je pense que je vais l'apprendre à personne, c'est le coût des travaux. Voilà. On ne réhabilite pas un immeuble pour le même prix qu'on construit un immeuble neuf. Comme je vous le disais, la grande différence entre les opérations de neuf et de réhabilitation, ce sont les montages. Et ce vont être des montages qui vont permettre d'associer ces opérations à une fiscalité, ou j'ai envie de dire des fiscalités particulières, qui vont permettre de diminuer le coût des travaux et d'atteindre un équilibre économique plus rapidement sur ces opérations-là. On ne voit plus aujourd'hui le patrimoine bâti comme un élément perturbateur, mais plutôt comme un élément moteur ou dynamisant d'une opération. Donc, ce sont des opérations qui nécessitent un dialogue encore plus étroit avec les collectivités, avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions. Un autre des freins, j'ai envie de dire, c'est aussi parce que bon nombre de PLU et PLUI ont été rédigés avant la loi ZAN. Et bien souvent, on est confronté à des règles qui rendent difficile, voire impossible des opérations. Je pense notamment à la question des stationnements. Jusqu'à aujourd'hui, le modèle de développement économique et celui de l'immobilier d'entreprise est passé par de la consommation de foncier agricole ou naturel, mais le ZAN aujourd'hui va contraindre un petit peu ce modèle. Et donc, la situation sera encore plus complexe sur le territoire grenoblois, puisqu'on a un profil industriel assez marqué. Pour les commerces, la loi ZAN va assez peu toucher, le bureau aussi assez peu, parce que le bureau c'est aussi en milieu urbain. En revanche, les locaux industriels ou les entrepôts vont être fortement touchés, alors beaucoup plus dans le sud Isère que peut-être dans le nord Isère. En bâtiment industriel, sur l'agglomération de Grenoble, on est plutôt à 80 € du mètre carré. Et Chambéry, on est à 350 € du mètre carré. Est-ce que Grenoble est moins dynamique que Chambéry? Non. Il y a une très forte demande, ce que je vous disais en locaux d'activité. On n'a plus besoin d'être à 80 € et perdre de l'argent sur une zone d'activité. On est sur le Grésivaudan, on est sur le Voironnais, on est sur la métro. On peut augmenter. Pour moi, on peut faire peut-être des paliers avant d'arriver à 350 €. Et ça triera les clients parce que tout le monde dira dans ce cas-là, je vais peut-être pas déménager, je vais peut-être restructurer mon bâtiment, ma vieille friche, je vais peut-être en faire quelque chose. Et puis le jour où j'achète mon bâtiment, le terrain il est tellement cher, je vais faire un parking plus petit, je vais pousser les gens à venir en vélo parce que le vélo il prend moins de place que la voiture. Je vais peut-être faire sur 2 niveaux. Il y a une solution aussi, c'est pour les locaux industriels, on peut peut-être imposer, dans le cadre du PLU, que les bureaux se fassent en grande partie à l'étage. Et on va traiter ce matin de la question donc, du rôle que peuvent avoir les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre concrète, opérationnelle du ZAN, qui sont quand même des partenaires privilégiés des politiques publiques, notamment des politiques de l'habitat. Il faut qu'on soit présent sur des réhabilitations, des reprises, acquisitions, améliorations lourdes de vrais bâtiments en entier. Donc il faut aller jusqu'à l'acquisition entière de bâtiments vacants, où on a des indivisions, des choses comme ça, donc des choses complexes à gérer. On doit être accompagné, aidé sur ces sujets-là. On doit aller sur les dents creuses. Et on doit aller sur la surélévation, avec aussi les outils d'urbanisme, avec les avancées technologiques qui nous permettent aujourd'hui de faire des choses dans ces endroits-là. Et donc ça veut dire qu'on doit être beaucoup, nombreux, tous, les partenaires, à travailler l'acceptabilité aussi de ces sujets-là. La densification de la ville, c'est une des solutions, c'est la seule solution du ZAN et c'est une des solutions de la crise du logement, mais pour autant, il va falloir qu'on fasse en sorte que ce soit accepté par les gens, par nos concitoyens, par les gens qui sont autour et qui, eux, sont déjà logés. Aujourd'hui, la densification en secteur pavillonnaire, c'est quand même vu comme un moyen aussi de gisement pour créer des nouveaux logements. Donc il y a un projet de loi d'ailleurs, effectivement, qui n'est pas encore sorti, mais qui propose de créer du logement à partir de favoriser finalement la création de logements par la densification du pavillonnaire. Donc Sarah, vous avez souligné déjà que la division parcellaire, effectivement, c'est le mode le plus courant, mais c'est pas le plus optimum en termes de qualité.
Donc vous proposez des opérations de densification douce qui sont vraiment sur mesure en termes d'intégration dans le bâti. Mais l'intérêt, c'est que ça permet aussi, il me semble, de remédier à des questions que pose le pavillonnaire ancien en termes de vieillissement de la population, par exemple, de passoires thermiques, ces grandes maisons des années 50 sur sous-sol, chauffées par une chaudière au fioul, par exemple, et puis une certaine forme de diversification sociale et générationnelle. Maîtriser le foncier, je pense que c'est vraiment un élément important qui peut aider à aller vers ce type de projet. Le deuxième point, c'est que c'est des opérations avec un équilibre économique qui est quand même fragile. Il faut trouver des solutions de montage qui permettent peu à peu de sécuriser cette façon d'intervenir. Et je pense que cette période de crise immobilière qu'on est en train de traverser, elle va pousser tout le monde à aller vers ça et à trouver des modèles un peu alternatifs parce qu'on voit bien que les failles du système, elles se confirment. La VFA, on a voulu s'y essayer, mais ce n'est pas non plus la solution idéale. Et donc, on a 2 pistes de solutions alternatives qu'on est en train de travailler en ce moment. Le dénominateur commun, à chaque fois qui revient, c'est la question du foncier. Comment acquérir du foncier, comment l'identifier et le rendre lisible et abordable, comment aussi gérer la question de son prix. Et donc, on renvoie systématiquement à la question des stratégies foncières publiques par rapport aux ZAN et à l'aménagement et l'urbanisme en général. La sobriété foncière, il y a déjà des collectivités qui l'ont faite avant le ZAN, qui l'ont déjà intégré. On a retiré des hectares, beaucoup d'hectares dans les PLU de constructibles. C'est-à-dire, quelque part, la sobriété foncière, elle n'a pas besoin du ZAN. Mais aujourd'hui, le ZAN, en fait, c'est vécu comme une garantie de résultat. Donc ça, on le voit aujourd'hui, c'est qu'on est passé des démarches volontaires à une démarche qui est plutôt coercitive vis-à-vis des territoires. On peut voir, c'est qu'il y a déjà des opérateurs qui se repositionnent sur des fonciers existants. On le voit, l'EPF, on est aujourd'hui sollicité par des opérateurs qui ne venaient jamais nous solliciter, notamment sur des fonciers qui sont déjà urbanisés. On a des opérateurs qui se diversifient vers la rénovation des bâtiments, et on en a de plus en plus, alors que c'était plutôt une denrée rare. On a aussi des propriétaires qui étaient précédemment vendeurs et qui aujourd'hui font de la rétention. Dans les pratiques, en fait, ce qui va vraiment changer, notamment dans le prisme de lecture que peuvent avoir les collectivités locales sur l'aménagement de leur territoire, c'est qu'il va falloir encore plus anticiper. La question du modèle urbain, enfin du modèle économique qui permettrait de financer le ZAN, pour moi, c'est une question qui est temporaire. C'est qu'aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est une période transitoire, on a fixé des règles. En revanche, on n'a pas encore changé les conditions de constructibilité dans les PLU. C'est cette période transitoire qui pourra peut-être durer un peu, ça dépendra de la volonté aussi des collectivités locales de modifier les conditions d'atterrissage de projets. Mais pendant cette période transitoire, le modèle économique, il va passer par de la mise d'argent public pour assumer les déficits. En tant qu'aménageur, en quoi vous êtes déjà un acteur finalement qui gère le foncier, qui est en sobriété foncière par rapport à l'évolution des pratiques que tu as pu voir, et puis comment on peut aller encore un peu plus loin là-dessus. Ce qu'on constate, c'est qu'on travaille plutôt aujourd'hui, nous dans le groupe, sur des grandes emprises. On a des propriétaires uniques, c'est assez facile au niveau foncier. Ah oui. Voilà, mais on a ce gisement-là, on peut s'interroger s'il y en aura encore beaucoup sur les années qui viennent. Sur nos parcs d'activités, on essaye désormais de sortir du modèle une entreprise, un terrain, ou un terrain, une entreprise. C'est-à-dire, voilà, donc une entreprise qui vient nous voir et puis on lui vend un terrain. Donc ce qu'on essaye de faire et ce qu'on privilégie, et on a fait beaucoup de programmes désormais comme ça, c'est de dire, c'est des programmes d'ensemble où vraiment on a une concentration d'entreprises sur un même volume bâti et on met en location ou à la vente des cellules. Et on essaye d'avoir une granulométrie de taille de cellules assez différente. Ça marche bien pour les PME, PMI. On va essayer, on est en train de développer ça, on ne l'a pas encore mis en œuvre. Pour l'industrie, on promeut la densité et on fait vraiment un travail sur le fait que ce soit une densité désirable, que ce soit pour les futurs habitants ou pour les élus, parce qu'on fait face à beaucoup de frilosité. Très bien, merci de votre écoute.
Donc Emmanuel Boulanger, je suis responsable fabrique du cadre de vie à l'agence d'urbanisme. Et on a écrit, vous l'avez sur les chaises, une petite note un peu à chaud finalement, suite à ces petits déjeuners, à la fois pour faire une sorte de synthèse un petit peu de ce qu'on a entendu au travers des acteurs, hein, sur le mode est-ce que effectivement les acteurs sont prêts, est-ce que la chaîne d'acteurs est prête pour le ZAN finalement. Et aussi, on a souhaité, à travers ça, déjà commencer des questions qu'on veut enrichir avec vous aujourd'hui. Donc, on va vous la présenter très rapidement à 3 voix. Et on l'enrichira suite à notre séquence. Alors, tout d'abord, peut-être vraiment ce qu'on a entendu à travers les acteurs, hein, c'est qu'ils ont acté globalement qu'avec le ZAN, le renouvellement urbain, c'est plus vraiment une option, ça devient vraiment une obligation. On est sorti de la loi SRU de 2000 et que l'obligation de sobriété foncière et de recyclage urbain, qui était déjà forte dans les territoires contraints, quand même, par exemple comme la métropole grenobloise, contrainte par les montagnes et par les risques. Aujourd'hui, elle concerne maintenant tous les territoires, y compris ceux qui avaient un foncier abondant, comme les territoires ruraux ou les territoires plutôt périurbains. Donc aujourd'hui, tout le monde a acté quand même qu'il s'agit d'accueillir le développement économique au résidentiel plutôt à enveloppe urbaine constante. Et du coup, on a des nouveaux enjeux maintenant qu'on entend dans les politiques publiques sur lesquels les acteurs sont amenés à travailler. Hein. C'est la revitalisation des centres anciens, c'est la densification des pavillonnaires, c'est la mobilisation des logements vacants, c'est l'optimisation ou la densification des zones économiques, c'est le recyclage des friches. Et donc maintenant, ça devient des enjeux ou des sujets de travail, j'allais dire, un peu obligés. Donc par rapport aux acteurs effectivement qui sont venus, on a senti qu'il y en a qui étaient déjà dans le bain, j'allais dire. Donc j'ai en face de moi le PFL. Donc le PFL, effectivement, il n'est pas surpris par le ZAN et il participe déjà au recyclage urbain, au recyclage des friches. Et puis on a des petits opérateurs aussi qui sont venus, qui nous ont parlé de la rénovation de batteries patrimoniaux. Donc c'est notamment Emmanuel Mansuy, qui est une société spécialisée là-dessus. Voilà, en centre urbain, on achète des immeubles et on les refait entièrement. Mais ça reste quand même une activité encore un peu marginale. Et puis on a eu un pico-promoteur, Aubercaille, qui a été monté par deux urbanistes, qui fait de la densification, des opérations un petit peu de haute couture, de densification dans les secteurs pavillonnaires. Et donc là, on est déjà effectivement un pied dans le ZAN. Alors après, il y a des opérateurs comme les bailleurs sociaux, par exemple. Hein, eux, ils faisaient beaucoup de la construction. Ils font de plus en plus de la rénovation. Ils ont fait de la rénovation urbaine sur leur propre patrimoine. Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande, finalement, c'est d'aller conquérir un petit peu le parc privé et d'aller contribuer à la rénovation du parc privé, ce qui est quand même un changement un peu culturel pour eux, qui ont plus l'habitude de gérer des grosses opérations à dominante d'habitat social et qui questionnent aussi leur modèle économique. On a des aménageurs comme Elégia qu'on a entendu, donc Jean-Christophe Rosselin aussi, hein, donc il l'a dit, ils aménagent encore beaucoup de fonciers qui étaient en extension, fonciers à destination économique notamment, mais de plus en plus, par exemple, ils sont sollicités sur de la réintervention sur des friches comme l'hôpital de Voiron et sur des bâtis existants. Et puis on l'a vu, pour les constructeurs de maisons individuelles, pour eux, c'est plus difficile, bien entendu. La situation s'avère quand même assez tendue sur leur activité. Et donc Vincent Bourget, qu'on a entendu là, on l'a revu une autre fois, il nous a parlé effectivement de réorientation pour certains, soit vers le tertiaire, soit vers la rénovation, mais c'est quand même plus difficile. Donc là, c'est un changement de métier, en fait, hein, un changement d'activité qui est probablement en jeu. Donc la nouvelle donne du recyclage urbain, elle apparaît comme finalement quand même amenant pas mal de contraintes pour ce système d'acteurs. C'est pas tranquille, c'est pas fluide en fait. Hein. Donc Vincent développera ensuite le volet économique. Moi je vais m'attarder sur les acteurs du résidentiel. Donc ce qu'ils ont souligné, c'est quand même un plus difficile accès au foncier. C'est-à-dire que le foncier en extension, vierge, dégagé, facile à travailler, avec pas beaucoup de voisins, moins cher, celui-là, c'est un gisement qui tend à se raréfier. Mais finalement, se raréfient aussi les grandes opérations d'aménagement urbain qu'on avait connues dans les années 90, 2000, 2010, les écoquartiers de Bonn, Bouchaillier-Vialet, les opérations structurantes dans le pays voironnais sur des anciennes friches industrielles. Ce gisement-là, qui a été beaucoup travaillé, aujourd'hui, tend aussi à se réduire. Donc aujourd'hui, on rentre finalement dans le dur, hein, c'est-à-dire le gisement foncier potentiel, c'est surtout un gisement immobilier. Et beaucoup d'acteurs l'ont dit, il est plus complexe à travailler et il est plus cher.
Donc le PFL l'a dit à un moment donné, les propriétaires font de la rétention. Hein. Ils ont aussi une stratégie, les propriétaires, de se dire tiens, j'attends que le document d'urbanisme soit plus favorable pour la densification. Et puis comme il y a de moins en moins de terrain, le mien va valoir plus cher. Donc voilà, ils sont quand même dans une logique un petit peu comme ça pour certains. Aujourd'hui, les promoteurs, une de leurs matières d'intervention, finalement, c'est plus des terrains vierges, mais c'est d'acquérir des villas dans des tissus pavillonnaires, d'en acquérir plusieurs, et puis ensuite de monter un immeuble en profitant de la montée en densification du document d'urbanisme. Les bailleurs sociaux, ils témoignent de la difficulté qu'ils ont à accéder au foncier, de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont de moins en moins de marge de manœuvre dans la compétition foncière, j'allais dire, et compte tenu de leur modèle économique. Donc, ils doivent acheter des morceaux d'immeubles en construction aux promoteurs. Donc, ils sont dépendants de l'activité des promoteurs. Et puis, aujourd'hui, on leur demande d'aller de plus en plus, effectivement, acheter des lots en diffus dans des copropriétés. Mais pour eux, c'est quand même un changement un petit peu culturel, ou d'acheter des immeubles entiers à rénover. Mais c'est quand même assez compliqué. Donc le ZAN, ça suppose aussi aux opérateurs du neuf et de la construction, finalement, de développer des nouveaux savoir-faire pour aller travailler ces nouveaux gisements. Donc les promoteurs, par exemple, ils vont intégrer des compétences en matière de rénovation et il faut développer, par exemple, des nouveaux savoir-faire autour de la surélévation. Les opérations de recyclage d'îlots d'habitat existants, quand même, elles sont souvent complexes, longues, sur mesure et relativement peu réplicables. Il y a pas mal d'inconnus techniques dans ces opérations, hein, la pollution, on nous a parlé de poches de mercure, de l'amiante. Il y a une mise aux normes qu'il faut faire qui est quand même assez exigeante en matière de sécurité, en matière thermique. Le chantier, il se fait en milieu occupé parce que souvent, d'une part, il y a des riverains, mais souvent, il y a aussi des gens qui habitent dans ces logements, finalement, ou dans ces bâtis. Donc, il faut les reloger. Il y a des contraintes patrimoniales qui sont assez fortes. Voilà, donc tout ça fait qu'on est quand même face à des opérations qui sont un peu plus longues, un peu plus complexes et potentiellement plus chères. On a déjà aujourd'hui une crise quand même du secteur du logement qui ralentit la construction et les parcours résidentiels. Donc on peut s'interroger demain quand même, effectivement, c'est que si on est de plus en plus sur des projets de ce type-là, qui s'appuient sur un gisement immobilier cher et coûteux à rénover, ça va questionner les rythmes de production qu'on se fixe dans les programmes locaux pour l'habitat, par exemple, et aussi le caractère abordable de ces logements. Sur le marché du foncier et de l'immobilier d'entreprise, on a d'abord une situation qui est assez marquante sur les bureaux. Hein. On est vraiment en sur-offre, c'est ce que disait Hugues de Villard tout à l'heure dans la vidéo, avec une grande partie de l'offre qui est en plus inadaptée à la demande actuelle, avec beaucoup de bâtiments vieux, des passoires thermiques. Et l'essor du télétravail fait que les entreprises n'ont plus besoin de autant de mètres carrés qu'avant, et qu'elles ont besoin de beaucoup plus de modularité et de bâtiments aux normes énergétiques. Par contre, pour les locaux d'activité, c'est ce que disait Hugues de Villard, donc à destination de l'industrie ou de l'artisanat, il y a une forte pénurie sur le territoire grenoblois, mais également au-delà. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et donc le ZAN va au contraire et complexifier encore plus cette situation. On avait vu l'an dernier dans les inventaires de zones d'activité qu'on a menés pour les collectivités qu'on a un taux de vacances de 2% au moins dans toutes les zones d'activité du Sud-Isère. Donc vraiment une situation assez complexe. Et donc l'enjeu pour retrouver du foncier économique, le remobiliser, c'est aller sur la densification et la requalification de ces zones d'activité. Donc Hugues de Villard le disait très bien, ça n'a pas encore été activé ce levier-là, sans doute parce que le prix du foncier est encore jugé assez bas sur l'agglomération grenobloise, contrairement à l'agglomération chambérienne. Et puis voilà, c'est quand même des interventions assez coûteuses et complexes. Pour autant, les choses sont en train de changer. Les collectivités commencent à se saisir de cet enjeu. Au niveau de l'agence, on accompagne notamment le Grésivaudan et le Voironnais sur l'identification du potentiel théorique en densification dans les zones d'activité. Et également aussi on mène des études urbaines pour recomposer et requalifier des îlots de zones d'activité. Et on va d'ailleurs mener ce type d'initiative l'an prochain avec le PFLD sur le Grésivaudan. Et on voit bien que sur ce sujet-là, c'est peut-être la question du stationnement qui est la plus facile à agir, mutualiser le stationnement, essayer de développer des parkings silos, réduire la place du stationnement dans les PLU, plutôt que la surélévation et les bâtiments productifs à étage qui sont encore coûteux et complexes à développer, mais on y viendra sans doute un peu plus tard. Et enfin, donc, pour favoriser ces opérations de densification-optimisation, il y a deux outils qui peuvent être utilisés, qu'on a présenté dernièrement dans une scène d'échange sur la sobriété économique avec l'EPORA et le PFLD.
C'est d'abord la foncière économique long terme, qui est en train de développer l'EPORA sur son territoire d'intervention, donc notamment dans le Nord-Isère, au plus près de chez nous. Et puis le bail à construction, qui est fortement développé toujours sur Chambéry, mais également qui, le Grésivaudan, la métropole et Bièvret sont en train de réfléchir pour le proposer aussi dans leur future zone d'activité. Alors, il y a un petit caillou dans la chaussure du ZAN, hein, c'est vraiment la question de l'acceptabilité. Tous les acteurs qu'on a entendus, ils l'ont chacun souligné. Donc le phénomène NIMBY, finalement, hein, pas dans mon jardin, on veut bien construire, on veut bien faire du logement social, mais pas dans mon jardin, c'est un phénomène qui s'intensifie. Hein. Donc aujourd'hui, les maires bâtisseurs, on nous l'a dit aussi, ne font plus recette ou se font plus difficilement comprendre quand ils veulent construire du logement pour répondre aux besoins. Donc la densification qui est permise par les documents d'urbanisme dans les secteurs lâches de faubourg, les tissus pavillonnaires, elle peut poser des questions quand même en termes d'intégration urbaine et paysagère, d'acceptabilité des nouvelles opérations. Donc bien sûr, c'est des opérations de collectifs qui surgissent au milieu de tissus pavillonnaires ou des nouvelles maisons qui poussent dans les jardins des particuliers au fil de la division parcellaire. Donc tout ça, c'est des arbres qui disparaissent, c'est des vis-à-vis qui se créent, c'est des voisins qui sont plus proches, ça peut être des problèmes de stationnement qui s'intensifient. Voilà. Donc ça nous oblige finalement à travailler fortement sur l'intégration urbaine, sociale et écologique de ces opérations, avec des réflexions amont finalement qui sont assez conséquentes. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ces opérations ne traumatisent pas les tissus existants, mais plutôt contribuent bien à les valoriser, à leur donner une plus-value. Avec la contrainte quand même qu'il faut optimiser aussi l'usage du foncier, hein, parce que souvent en fait quand on travaille la qualité, ça peut revenir à on baisse la densité, et donc il y a cette tension assez forte à un moment donné entre la qualité et l'usage du foncier et l'équilibre de l'opération, puisqu'on sait que souvent on baisse d'un niveau dans les opérations, mais du coup l'opération elle n'est plus forcément faisable. Voilà, donc en témoigne l'expérience du pico-promoteur Aubercaille qui est venu témoigner, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on lui fait des opérations bien intégrées dans des tissus pavillonnaires, mais il les fait surtout avec des propriétaires finalement qui sont encore habitants, qui veulent apporter quelque chose d'harmonieux dans le paysage, et du coup qui sont prêts aussi à moins valoriser leur foncier. Ça illustre bien cette tension. Les interventions des acteurs, elles ont témoigné aussi, il nous semble, que le modèle économique du ZAN, il est encore à inventer, notamment en matière résidentielle. C'est-à-dire que remobiliser le parc vacant, rénover le parc existant, remédier aux passoires thermiques, tout ça, ça suppose d'avoir des réglementations, des dispositifs fiscaux, financiers, bancaires, qui soient très incitatifs pour accompagner la décision des investisseurs et des propriétaires. Alors, bien sûr, depuis 2022, il y a une accélération en France avec la structuration de France Rénov', l'ANA qui a multiplié son budget, qui était passé de 500 000 € à plusieurs milliards. Voilà, il y a des obligations de rénover les passoires thermiques. Donc tout ça, ça concourt à structurer un petit peu le marché de la rénovation finalement. Mais on sent aussi quand même des dispositifs qui sont un peu instables. Dès qu'il y a des questions financières, effectivement, on remet en cause, par exemple, l'argent qui est consacré à la rénovation thermique. Or, les entreprises du bâtiment, finalement, pour passer massivement de la construction à la rénovation, elles ont besoin qu'il y ait un marché, quelque part, entre guillemets, de la rénovation et des dispositifs incitatifs qui s'installent dans la durée et qui ont une visibilité pour l'ensemble des acteurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'artisans RGE, tout simplement, hein, pour mettre en œuvre les rénovations qui sont financées par l'ANA. Plus globalement, et ça a été dit par les opérateurs, hein, les opérations de recyclage urbain ou de rénovation lourde sont souvent plus coûteuses au final que la construction d'un immeuble ou d'une maison neuve. Donc ces opérations sont souvent déséquilibrées et donc elles sollicitent des mobilisations importantes de fonds publics. Hein. C'est le fonds vert, c'est le fonds friche, c'est l'acquisition foncière en amont, c'est la contribution au déficit des opérations. Voilà. Et c'est encore plus difficile pour des opérations du type renaturation où derrière il n'y a pas de commercialisation possible de mètres carrés de bureaux ou de logements. Donc quelle généralisation, j'allais dire, de ce modèle effectivement un peu déséquilibré et qui ponctionne beaucoup les fonds publics quand on sait effectivement les cures d'austérité qui sont plutôt engagées. Donc l'enjeu aussi c'est d'aller sur des stratégies foncières locales, hein,
pour pouvoir permettre aux collectivités de continuer à développer du foncier entre guillemets abordable et pouvoir continuer à sortir des projets d'habitat ou encore d'économie. Pour cela, il faut vraiment avoir une vision fine et fiable du potentiel au niveau des gisements, avoir une vision du marché de l'immobilier sur son territoire, identifier les secteurs prioritaires d'intervention, etc. Et là, les collectivités peuvent s'appuyer sur plusieurs outils, des structures d'ingénierie et de portage foncier comme le PFLD, ou encore des outils réglementaires et financiers pour assurer la maîtrise du foncier, donc le document d'urbanisme, ZAC, ZAD, taxe d'aménagement majorée ou encore le droit de préemption urbain. Alors, quelques mots pour terminer. L'intérêt des diapos qui ne passaient pas, c'est que ça fait teasing, mais ce n'est pas plus important que le reste en fait. Hein. C'est juste pour vous rassurer. Nous, le constat qu'on fait finalement, c'est que on est dans une situation avec des territoires qui sont relativement inégaux face aux enjeux de sobriété foncière et aux ZAN, que ce soit du point de vue des collectivités ou que ce soit des points de vue des opérateurs qui viennent intervenir sur ce territoire. Cette diversité et ces situations finalement assez inégales, elles sont dues à plusieurs critères et elles amènent plusieurs configurations d'intervention. Vous les avez ici sous les yeux. C'est la manière dont les outils réglementaires, la boîte à outils des documents d'urbanisme, que ces documents d'urbanisme soient communaux ou intercommunaux, ont été élaborés, sont opératoires, évoluent en fonction des projets. Tous les territoires ne sont pas égaux là-dessus. C'est la manière dont les compétences sont réparties au sein du bloc local. Qu'est-ce qui se joue en matière d'aménagement des tissus urbains, en matière de politique d'habitat entre la commune, entre l'intercommunalité sur les territoires qui sont considérés. C'est les dispositifs de soutien qu'il peut y avoir pour mettre le paquet, entre guillemets, excusez-moi le terme trivial, sur les centralités, qui peuvent être des lieux à enjeu sur certains territoires. C'est les dispositifs opérationnels, Emmanuel les a évoqués, qui ne sont pas déployés de la même manière, qui ne sont pas soutenus de la même manière, qui n'ont pas la même force de frappe dans les territoires. Et puis, je ne reviens pas sur les sujets d'ingénierie à disposition. Il est évident que l'ensemble des sujets dont on parle nécessite de la matière grise, là, dont on est tous représentants dans cette salle, pour pouvoir faire autrement par rapport à l'extension. Et puis bien sûr, le dernier critère qui fait que les territoires sont profondément inégalitaires face à ça, c'est les capacités d'investissement et de soutien qu'il peut y avoir. Donc, de fait, nous, il nous semble aussi intéressant, fort de ce constat, alors on ne va pas utiliser le terme d'inégalité, mais en tout cas de relative différenciation qu'il peut y avoir entre les territoires. Pourquoi pas se lancer dans un essai de rendre lisibles ces situations-là. C'est pas la même chose d'intervenir à Saint-Marcellin, Vercors, Isère Communauté que dans le Grésivaudan et inversement sur des territoires détendus comme en montagne. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de partager ce constat collectif. Chacun n'est pas seul face à ça pour se faire une lecture territoriale de la manière dont le ZAN peut être déployé, mais ça peut être des choses qui peuvent être travaillées collectivement à partir des critères que je viens de détailler. Alors, en conclusion, pour ouvrir le débat, l'intérêt du rapport d'étonnement, c'est qu'on peut dire des choses qui sont plus grosses que nous, parce qu'on s'étonne en fait. Donc, quand on s'étonne, on peut dire des choses un peu bêtes, pas bêtes, provocatrices, etc. Donc ce que vous avez là sous les yeux, c'est quelques éléments de certitude qui nous semblent ressortir des points que vous avez débattus, et puis des questions qu'on soulève, qui ont parfois été soulevées par les acteurs et les débats, puis parfois c'est plutôt des questions que nous on a encore, donc on s'est permis aussi de les maintenir dans le temps d'échange avec vous. Donc les points partagés, les quelques certitudes qui ressortent des éléments de débat qu'on a pu avoir avec vous, c'est que finalement on ressent, alors on l'a mis entre guillemets, c'est peut-être l'effet JO, une forme de motivation pour travailler sur l'optimisation des tissus urbains existants, pour travailler sur les tissus tels qu'ils sont et les potentialités qu'ils offrent. Comme évoqué par Vincent, tu l'as dit au début, bien que tu étais figé quand tu l'as évoqué, mais c'est que le fait, le virage de la sobriété foncière que j'introduisais au début de la séance, il a déjà été pris depuis un certain temps, par contrainte, par intérêt ou par configuration territoriale, mais on n'a pas attendu le ZAN pour ça. Le ZAN est juste le véhicule législatif. Donc la motivation sur ce sujet-là, elle est plutôt présente. Pour autant, vous avez tous fait état des nombreuses contraintes. J'y reviens pas, mais que ces contraintes soient financières, qu'elles soient procédurales, administratives, entre guillemets, d'acceptabilité sociale, on voit bien que c'est plus compliqué de faire sur l'existant que de faire en extension.
Comme évoqué aussi par Emmanuel, il y a un enjeu hyper fort que je pense dont sont porteurs les élus, dont sont porteurs les opérateurs que vous êtes, de rééquilibrage entre l'économie de la construction qui favorise toujours plus simplement l'extension que l'économie de la requalification, quand bien même des aides, des dispositifs, de l'ingénierie est de plus en plus fléchée vers ça. Un point aussi important, c'est qu'on sent bien qu'on est aussi dans une forme de carcan qui inciterait en tout cas à aller vers un nouveau modèle de la fabrique bâtie et de la fabrique urbaine qui, à ce stade, ne ménage pas forcément des marges de créativité, des marges d'innovation, des marges d'expérimentation. On est encore dans de la règle, dans des dispositifs, dans des choses qui parfois peuvent être des carcans face à des choses qui restent à inventer. Intervenir sur les tissus urbains existants, c'est plus compliqué. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre comme aller travailler sur l'extension urbaine. Les questions restent, pour autant, elles ont été soulevées. On les place un peu en guise de conclusion parce que vous les avez évoquées dans tout le long. Quel est le rôle des documents d'urbanisme et des marges de constructibilité qu'ils peuvent donner en la matière? Ça, on voit bien que tout est varié. On se retrouve dans une situation actuellement où l'ensemble des dispositifs visant la revitalisation des centralités que vous connaissez, Action Cœur de Ville, PVD, ORT, on sent bien que c'est des catalyseurs pour travailler sur la sobriété foncière. Pour autant, les annonces récentes quant à l'aide à ces dispositifs, les financements qui peuvent y avoir, nous laissent à penser que ce n'est pas l'extension forcément de ces dispositifs qui va s'inscrire à l'agenda, mais c'est pourtant ce qui serait le plus intéressant. Le sujet de la stratégie foncière et des stratégies foncières et urbaines, on va y revenir un peu plus, c'est vraiment quelque chose qui, selon nous, avec la maigre contribution que peut avoir l'agence là-dessus, nécessiterait d'être beaucoup plus partagé dans leur conception, beaucoup plus lisible une fois élaboré pour que l'ensemble des opérateurs que nous sommes puissent se positionner sur cette base-là. La question des mutualisations d'ingénierie au profit des territoires moins armés pour faire de la sobriété foncière peut aussi être un sujet. Les encouragements à l'expérimentation, je ne reviens pas dessus, mais on sent bien que c'est aussi quelque chose, à partir du moment où il faut qu'on invente des nouvelles choses, l'expérimentation, le test, les allers-retours devraient faire partie de nos processus de travail, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis, on sent bien que le gros sujet aussi, c'est l'aide économique à la structuration des filières d'intervention sur l'existant. Alors, 3 petites questions, au final, qui nous semblent être un peu absentes, pas totalement, mais comme aide au débat, c'est le rôle des collectivités territoriales. Certains présents au petit-déj sont les dignes représentants de ces collectivités. Nous, on a formulé une petite question. Est-ce que les collectivités locales, notamment celles qui sont prescriptrices en matière de documents d'urbanisme, que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale, sont les autorités organisatrices de la sobriété foncière? La question appelle tout de suite réponse. On a envie de dire oui, ça tient en 3 lettres. Pour autant, qu'est-ce que ça veut dire ce oui? Est-ce que ça veut dire que c'est forcément l'artillerie lourde allant jusqu'à une maîtrise foncière publique la plus étendue, j'ai envie de dire, connaissant la force de frappe financière des collectivités? Ou est-ce que ça sous-entend au contraire plutôt une autorité organisatrice qui est plus encadrante, à l'initiative, en dynamique, quand parallèlement, elle devrait mettre beaucoup plus d'énergie que d'argent dans la manière dont les opérateurs privés sont configurés, dans la manière dont ils peuvent être incités à faire? Ça, c'est une de nos premières questions. La deuxième question qui était un peu sous-jacente et absente de beaucoup de nos débats, puisqu'on a parlé de constructibilité, on a parlé d'aménagement, en fait, on a parlé de hard beaucoup, c'est qu'on a quand même des vraies questions derrière sur la manière dont on construit et dont on aménage nos tissus urbains existants. Dans l'enchaînement logique, on est bien placé pour le savoir à l'agence, on a beaucoup de difficultés à passer de documents d'urbanisme qui donnent des objectifs quantitatifs, beaucoup qualitatifs de plus en plus, et quand le passage à l'acte s'impose à vous en tant qu'opérateur, on voit bien que le gap et la marche à franchir, elle est parfois très très compliquée. Pour le dire très simplement, vous pouvez dire en tant qu'opérateur qui sont ces urbanistes qui ont élaboré des règles aussi intéressantes que celles-ci, mais totalement inapplicables. Donc ça va dans le sens du ménagement, c'est ça qu'on entend par là. C'est que de plus en plus, on sent bien qu'on devrait être en situation de tous partager, les prescripteurs de règles et les opérateurs que vous êtes, les capacités réelles des territoires à bouger, l'intérêt réel de ces territoires à bouger. Ça ne veut pas dire qu'à capacité égale, il faut forcément faire les mêmes choses, puisque l'acceptabilité sociale n'est pas la même, l'intérêt écologique de faire à certains endroits n'est pas forcément le même. Donc toutes ces questions-là se posent.
On ne l'a pas trop eu en sous-jacent dans nos débats. Et puis, dernier point, effectivement, c'est en lien avec ce que je vous disais précédemment, c'est l'écologisation de l'aménagement. On est tous dans des sujets où on répond à des impératifs qui sont hyper forts, notamment en matière de réponse aux besoins en logement. On est sur des objectifs, comme je le disais, qui restent hyper ambitieux. CF, ce qui peut s'inscrire dans les derniers programmes locaux de l'habitat qu'il peut y avoir sur des territoires. Pour autant, est-ce que ces objectifs-là contribuent globalement à une forme de territoire beaucoup plus harmonieux, avec des cadres de vie, un cadre de vie plus harmonieux, plus acceptable et plus désirable pour les habitants? Ça reste en question. Très bien. Et ben maintenant, la parole est à vous, si je puis dire. Voilà, donc l'idée c'est que vous nous disiez un petit peu quelle est votre réaction, vous aussi, à chaud peut-être par rapport à ces différentes questions. Sachant que voilà, on a déjà invité certains fidèles des petits déjeuners du ZAN, c'est-à-dire qui ont participé à plusieurs séances, s'ils le souhaitent peut-être prendre la parole aussi pour nous dire finalement, eux, quel a été leur intérêt à venir dans ces petits déj, écouter les acteurs confrontés à la mise en œuvre du ZAN, voilà, et quels sont eux aussi leurs sujets d'étonnement. Je sais qu'il y en a dans la salle, je ne sais pas s'il y en a qui est volontaire pour commencer. On commence par vous. Merci. Donc, Eric Rossetti. Merci, bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Eric Rossetti, je suis vice-président à la métropole où je ne m'occupe pas de logement. Et dans la vie civile, j'allais dire, je suis architecte depuis 30 ans à Grenoble, où je dirige un cabinet où on a fait essentiellement du logement et de l'urbanisme un peu sur toute la métropole et la région de façon élargie. Moi, je voudrais commencer par d'abord vous remercier parce que ces petits déj où j'ai... Effectivement, je suis venu à peu près tous sauf un, je crois. Donc, vous remercier de les avoir organisés parce que c'était extrêmement enrichissant et intéressant d'entendre des professionnels en parler. Là où j'étais un petit peu agacé, c'est que j'ai pas vu d'assez de confrères à moi, c'est-à-dire des politiques, venir de façon régulière. Ça aurait été pas mal. Parce que moi, de ce que j'en entends, il y a beaucoup de choses qui sont organisées sur le ZAN, mais j'entends beaucoup de politiques parler de ZAN alors qu'ils ne connaissent absolument pas comment se monte une opération immobilière, qu'ils n'en ont aucune idée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. Maintenant, évidemment, mon regard, c'est je partage... tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que, et c'est extrêmement compliqué parce que tous ceux qui font des opérations immobilières savent que les règles en termes antisismiques, acoustiques, thermiques ne font que se renforcer, sont de plus en plus compliquées à appréhender, donc les opérations prennent de plus en plus de temps et on sait que le temps c'est de l'argent. Donc tout ça fait que c'est hyper complexe. Et les opérations que moi j'ai vues, dont certains confrères arrivent à monter, sont généralement des micro-opérations. Et ces micro-opérations, elles ont beaucoup de qualité, elles sont vachement bien, mais elles ne sont pas reproductibles, à mon avis, sur des opérations un peu grandes. Et puis quand j'entends la densification par élévation, personnellement, j'y crois pas du tout, surtout à Grenoble, enfin dans la région, compte tenu des problèmes antisismiques qu'on a. Enfin, moi, je connais pas mes confrères, mais moi, on n'est jamais arrivé à monter plus d'un niveau, voire un niveau et demi, mais que sinon, il fallait redescendre toutes les fondations jusqu'en bas, il fallait reprendre toute la structure. Après, tout ce qui est réemploi et tout ce qui est recherche là-dessus, c'est super bien, mais les architectes, s'il y en a dans la salle, ils ont reçu comme moi le fascicule de la MAF qui dit attention, tout ce qui est objet de réemploi, il faut les fiches techniques des bureaux de contrôle, il faut que ça passe par les fourches codines des uns et des autres, vous pouvez pas, votre responsabilité va être engagée. Donc là aussi, waouh, c'est bien complexe. Après, le dernier point que je veux dire est plus en termes de politique. Moi, je suis issu d'une petite commune, puisque je suis élu à Quai en Chartreuse, commune de 900 habitants.
peut vous dire que le ZAN, ça passe au-dessus de la tête de tous les élus, mais avec une force grandiose, quoi, hein. C'est que déjà, moi, modestement, je participe à peu près toutes les réunions sur le ZAN depuis pas mal de temps, et j'ai toujours pas tout compris, ni comment ça va se mettre en place, ni comment on l'articule à l'échelle d'un territoire. Comment ça va être contrôlé, comment on arrive enfin, ça bouge tout le temps, ça. C'est un peu comme quand avec certains de mes collègues, on parle du plan canopé, que certains veulent interdire de couper tous les arbres, les répertorier. Concrètement, moi j'ai posé la question, comment vous faites ? On compte chaque arbre, on les répertorie, et puis on dit aux gens, ah, tu n'avais pas le droit de le couper, on intervient dans des propriétés privées. Enfin, il y a toutes ces notions qui sont extrêmement complexes et sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse, hein. Mais il y a une chose que je partage et que je pense que l'ensemble des gens partagent, c'est effectivement, on se dit, compte tenu des risques, compte tenu il faut une sobriété foncière. On ne peut pas continuer à s'étaler. Ça, c'est pas possible. Et je crois que les gens ont compris maintenant que, voilà, nous, à Quié, quand on a fait le PLUI, on a enlevé 13 hectares de terrain constructible. C'est dit, c'est une bonne chose. Le lendemain, en gros, les terrains, ils ont doublé. Parce que ce qui est rare est cher. Et du coup, tous les gens, ils se sont dit, bah, s'il n'y en a plus et que le mien, j'ai la chance qu'il soit resté constructible, bah, si je veux le vendre, le prix, on va le doubler. Donc c'est complexe. Après, le dernier point, parce que sinon je vais être trop long, en tant que représentant de la métropole, je suis administrateur dans 5 offices d'HLM de Grenoble. Et en fait, le seul sujet, en ce moment, c'est on n'a plus d'argent. Donc on n'a plus d'argent et ça ne va pas s'arranger. Donc de dire il faut aller, c'est un peu ce que disait Patricia Dedonné, directrice de la SDH, pour aller sur des opérations complexes qui prennent du temps, qui coûtent cher. Et puis là, ce que je vois dans les CA, c'est que tout ce qu'on fait, c'est demander aux collectivités, aux communes de rallonger en fin d'opération parce qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Bon, vous connaissez tous la situation financière des collectivités et de l'État en général. Donc là, moi, je suis assez pessimiste là-dessus. Et puis pour finir sur une petite note quand même d'optimisme, parce que je l'ai vécu avec les RT 2005, où d'un seul coup on nous a dit bon bah il faut mettre de la réglementation thermique, on a mis des échéances assez courtes, et en fait on s'est aperçu que les architectes et les entreprises étaient allés plus vite que la réglementation et arrivaient à s'adapter beaucoup mieux. Donc j'ose espérer que tous les acteurs du bâtiment vont arriver à travailler ensemble et à trouver des solutions. Mais il y a du boulot. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci pour votre témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres élus qui souhaitent s'exprimer dans la foulée, mais sinon, dans tous les cas, leur témoignage est bienvenu aussi. Voilà. Il y avait d'autres acteurs potentiellement qui avaient assisté à pas mal de petits déjeuners. Est-ce qu'il y a là? Oui. Donc, Monsieur Plotin, c'est ça, notaire. Bonjour à tous. Effectivement, je voulais vous remercier pour la qualité des différentes interventions qui ont pu être programmées. La qualité du rapport aussi de synthèse, que du coup très bien rédigé. Ce qui m'a, moi, marqué, on va dire, au cours de ces petits déjeuners, c'est... il m'a semblé comme évident que la solution ne pourrait intervenir que par une conjonction des actions entre les opérateurs publics et entre les opérateurs privés. Les opérateurs publics parce que indéniablement, comme le disait Vincent Rémy, il va falloir au moins le temps que un modèle économique se construise, et bien qu'il y ait sans doute une contribution qui s'opère pour venir équilibrer des opérations. Et puis pour les opérateurs privés parce que il y a effectivement toute une filière à inventer qui, à ce stade, ne tourne pas. Et je crois que c'était un petit peu la conclusion de tous les opérateurs qui ont pu s'exprimer sur différents projets. J'ai souvenir notamment de la première intervention où il y avait eu une réflexion qui avait été menée à l'échelle d'un quartier où ils avaient conclu que c'était insortable.
Après, dans ma pratique à moi, puisque c'était la demande qui était faite aussi d'exprimer sur mon métier de notaire, comment est-ce que je voyais arriver cette nouvelle réglementation. Je dirais que du point de vue des personnes publiques, des collectivités, c'est principalement avec des réflexions sur le recours au bail à construction. Des demandes qui sont faites, j'ai eu l'occasion de discuter au sein de l'EPFL avec la métropole également sur une logique de conserver le foncier comme ça se trouve sur d'autres territoires. Alors, je ne savais pas que l'agglomération chambérienne était concernée, mais en tout cas la Haute-Savoie l'est évidemment. Le bail à construction, c'est un outil que les notaires ont énormément utilisé dans les années 80 notamment, qui est ensuite, pour des raisons, j'exerçais pas à l'époque, donc des raisons que je ne saurais expliquer, mais qui s'est perdu un petit peu et qui revient beaucoup dans la pratique. Et je pense que ça peut réellement apporter des solutions à cette besoin de maîtriser le foncier pour les collectivités et offrir une garantie de réemploi des bâtiments à l'issue, puisque les entreprises, je pense, sont bien plus que les particuliers enclines à ne pas avoir la propriété, à se satisfaire en tout cas de cette propriété temporaire dans le cadre d'un bail à construction, puisqu'on a des logiques d'amortissement des actifs qui sont beaucoup plus compatibles finalement avec l'affect qu'un particulier va mettre dans sa maison. Une entreprise, son actif, elle considère que passé 40 ans, ça lui a permis d'exercer son activité, elle peut passer à autre chose en quelque sorte. Donc cette réflexion, je l'envisage beaucoup plus adaptée à de l'activité, des fonciers en activité, en entrepôt notamment. Et après, la deuxième façon dont je vois mon activité, c'est du point de vue cette fois-ci de la promotion en logement, des réflexions de la part de promoteurs immobiliers qui sont beaucoup plus sur des logiques de remembrement de foncier. Avec effectivement prendre son bâton de pèlerin et aller taper à la porte de 4 maisons pour essayer de créer des îlots, avec toute la difficulté que peuvent induire des réglementations comme des cahiers des charges, comme de lotissement notamment, qui peuvent être extrêmement contraignantes lorsqu'on cherche à essayer de remorceler des fonciers un petit peu sur lesquels des réflexions peuvent être pertinentes en faisant du collectif. Merci pour votre témoignage. Vincent Rémy. Merci. Je voulais remercier aussi pour la qualité du document qui nous a été proposé en synthèse. En complément de ce qui a pu être dit, je voulais peut-être insister sur un point, une des questions que Frédéric a montré tout à l'heure au sujet de l'intervention en fait, des collectivités locales dans la marche. Parce qu'en fait, peut-être en caricaturant un peu, mais c'est elles qui détiennent en fait les clés de la réussite du ZAN. Et en fait, avant, on raisonnait, on avait un document d'urbanisme qui était offreur quand il avait des terrains libres, quand on posait des terrains libres. Aujourd'hui, il va falloir qu'on ait des nouveaux PLU qui soient offreurs aussi, mais offreurs d'autres choses. Et c'est là où c'est compliqué, parce que les collectivités vont devoir afficher dans leurs documents aujourd'hui, là où elles vont envisager de la densification, là où elles vont envisager des possibilités de remembrement un peu plus lourds. Et donc c'est, en tout cas, tous les opérateurs, quels qu'ils soient, on va avoir besoin de ces règles. Je parlais du modèle économique à créer, qui est devant nous, mais il ne pourra se constituer que si on a des règles qui nous permettent de continuer à faire de l'aménagement urbain et non plus du développement urbain. Merci. Stéphane Bonomi. Oui, quelques remarques pour avoir travaillé pas mal avec l'agence. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Stéphane Bonomi, directeur de la promotion construction Alpizer Habitat. Et précédemment, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, pilotage du PLUI pour la métropole, voilà, avec Frédéric et toute l'agence d'Urba.
Donc, et on a commencé à travailler avant de quitter la métropole. J'ai quand même pas mal à travailler sur le sujet du ZAN. Donc, et aujourd'hui, en tant qu'Alpizer Habitat, on travaille à l'échelle du territoire isérois. Donc un premier point sur ZAN, sobriété foncière. Je vois que le mot sobriété foncière vient après le ZAN. Je pense que ce que je constate sur l'Isère, pour se rassurer aussi tous, parce que là on dresse un tableau un peu dur, c'est que finalement la question de la sobriété foncière, quand on travaille à l'échelle de l'Isère, elle se fait quand même malgré tout. Il y a des PLUI qui se font, l'agence a beaucoup participé à l'élaboration des PLUI dans la région urbaine grenobloise. Hébert est en train de faire un PLUI, on sent qu'il y a des intercos qui ont du mal à y aller, mais même si ils ne sont pas dans la dynamique d'engager un PLUI, il y a des consciences quand même qui se font, et moi de ce que je vois quand même assez peu d'aberrations aujourd'hui dans les documents d'urbanisme, même si je n'épluche pas tous les documents d'urbanisme, je vous rassure, je n'ai pas le temps, mais en tout cas on voit bien qu'il y a quand même, aujourd'hui les mentalités évoluent, tout le monde a quand même, je pense, compris qu'il y a nécessité d'avoir cette sobriété foncière, donc ça c'est important de le constater. J'ai pas mal de choses de remarques. Sur l'aspect, M. Mansuy rappelait la question de la difficulté du coût. Nous, en tant que bailleurs, aujourd'hui, on est très sollicités pour aller sur de la réhabilitation. La métropole, notamment, nous sollicite beaucoup dans le cadre d'Abscise pour l'acquisition-amélioration. On sait que ça coûte cher. On est mobilisé sur des copropriétés dégradées, donc sur des ensembles un peu plus importants. Donc ça, en effet, ça percute un peu nos métiers, ça nous demande d'évoluer. Mais je pense qu'il y a aussi, quelque part, un peu des deuils qu'il va falloir faire pour certains élus, notamment sur la question patrimoniale. Alors je dis ça, ça a été mon premier métier, la protection du patrimoine, donc je suis très embêté de dire ça. Mais à un moment donné, il faut reconnaître que si on veut refaire la ville sur la ville, ce qui n'hésitait pas à faire nos aïeux dans la période du XVIIIe siècle, voilà, il faut savoir démolir. Aujourd'hui, je travaille sur quantité de projets. On a fait une démonstration à un élu récemment qui voulait absolument protéger 3 bâtiments. On a l'EPORA qui est intervenu pour acheter un bâtiment. Mais on ne peut pas passer en fait, d'un bâtiment qui est l'équivalent de la maison des Thénardier, si vous voulez, à un bâtiment aux normes actuelles. C'est irréalisable. On est à 2500 € au mètre carré. Et on n'arrivera pas à être auprès du neuf. Ce n'est pas possible. Donc, l'analyse, il y a des secteurs patrimoniaux, il y a des périmètres MH, tout ça, bon, très bien. Donc ça va être un enjeu parce que c'est difficile de trouver un consensus avec les architectes des bâtiments de France. Mais quand on est hors de ces secteurs et qu'on a un patrimoine, il y a un moment donné, il faut savoir faire des deuils. En tout cas, si la volonté est de faire du renouvellement urbain, il faudra apprendre à démolir. Parce que souvent, en plus, c'est des bâtiments qui sont très anciens, donc on n'a pas la problématique d'amiante et tout. Je passe et voilà. Donc ça coûte assez peu cher et on peut travailler des bâtiments qui s'insèrent très bien en neuf. On l'a eu fait par le passé, dans les années 80. On a eu des gestes peut-être un peu malheureux sur des patrimoines qui ont valé le coup. Donc je pense que, sans vouloir se dire, voilà, faisons table rase, c'est pas du tout le Corbusier et la ville nouvelle, mais c'est dire, voilà, regardons quartier par quartier. Alors c'est des analyses très fines et je pense que c'est important de le faire. Parce que si on veut aller vers cette dynamique-là, en tout cas, nous aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et les opérateurs privés non plus. Mansuy l'a dit, il est spécialisé sur ce sujet. Et sur cet aspect-là, Vincent, tu parlais des PLU. Je pense qu'il y a un enjeu qui va être assez énorme pour les collectivités, que ce soit en PLUI ou en PLU. On avait des études de gisement foncier. On avait un raisonnement sur des terrains libres. Sur la métropole, on connaît la règle du SCOT, tout ça. Donc on a regardé tous ces terrains, on a fait des cartes de gisement foncier, ce qui nous a permis de travailler. Mais je pense que demain, quand des PLU s'élaborent, il faudra faire aussi du gisement immobilier. Arriver à repérer, et ça c'est encore un peu plus complexe, je pense, parce qu'il faut aussi arriver à repérer des bâtiments, savoir quelles sont les indivisions, la dureté foncière, voilà, il faut aller regarder bâtiment par bâtiment, la vacance, et de se dire, voilà, et d'arriver à repérer peut-être des îlots sur lesquels on pourrait intervenir. L'intervention de Pluralis à Saint-Marcellin que vous avez présenté, c'est très bien, mais
On voit le coût que ça a pris. Et finalement, si on avait une analyse peut-être un peu fine, peut-être que de la démolition aurait été intéressante. Enfin bref, c'est des projets quand même assez fins. Mais je pense que ça va être difficile aujourd'hui de faire un PLUI sans aller faire ces études complémentaires sur l'analyse de l'immobilier. J'avais d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter. Merci Stéphane. Peut-être pour rebondir là-dessus, on en fait aujourd'hui à l'agence. Effectivement, on analyse le patrimoine bâti, savoir si c'est des passoires thermiques ou pas. C'est des études qu'on a en lien avec le PFL, par exemple, sur des centralités anciennes. Si c'est des monopropriétés qui se prêtent à une acquisition qui est plus facile, s'il y a des locataires, s'il y a des propriétaires âgés, par exemple, où la mutation serait éventuellement plus facile, etc. Donc on commence à développer des outils, en tout cas de connaissances, pour cibler un peu plus des bâtis, effectivement, qui pourraient faire l'objet d'une acquisition ou d'une recomposition plus globale. Donc on commence à le développer. Est-ce qu'il y a d'autres oui. Il y a d'autres... voilà. Juste pour faire une petite illustration de ce que vient d'indiquer monsieur à propos des gisements immobiliers. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Jean-Pierre Champenois, en fait, je suis investisseur en locaux d'activité. Modeste investisseur. Et j'ai un ténement dans une petite commune de la Bièvre où le PLUI a été élaboré il n'y a pas très longtemps. Donc le ténement est significatif, il y a à peu près 5000 m² en plein centre on va dire du village, parce que c'est pas une grosse. Et j'ai été très étonné de ne pas avoir eu le moindre questionnement sur la destination que j'envisageais de faire de ce ténement. Donc j'ai pris l'initiative d'aller questionner la mairie, qui m'a simplement dit qu'il fallait voir avec la Comcom. Donc je suis allé voir la Comcom, qui m'a dit que oui, on changeait de titulaire, etc. Voilà. Et la commune m'a dit que de toute façon, elle n'était absolument pas intéressée par l'incapacité totale d'acheter le ténement pour des raisons financières. Et voilà, donc j'ai trouvé un peu étonnant que je sois, on va dire, ignoré. Et puis en qualité de particulier, j'ai une toute petite question technique à poser. J'ai un terrain avec une maison et un accès goudronné. J'envisage de dégoudronner, si je puis dire, pour le remettre au sol naturel. Et je me pose la question de savoir si je dois faire un constat d'huissier avant le retrait avant le retrait du goudron pour que je puisse justifier si je veux construire dans les années à venir, de dire que je ne consomme pas, puisque j'ai un équivalent entre la renaturalisation et la dénaturalisation, si je puis dire. Donc je ne sais pas si ce genre de... je ne demande pas une réponse dans les 5 minutes, mais voilà. Autre anecdote, avant de répondre, il y a une commune, je me demande si ce n'était pas sur Hébert, justement, dans le cadre du PLUI, qui nous a demandé si... Oui, pardon, Pierre Jacometti, je suis adjoint chef de service aménagement Nord-Ouest à la DDT. Et donc, on suit pas mal de PLU, donc la question d'usant par l'intermédiaire des PLU. Et il y a une commune qui nous a dit, si on laisse pousser l'herbe dans les allées du cimetière, est-ce que ça renature ? Donc c'est à peu près du même genre, c'est-à-dire que la renaturation, c'est plus que la désimperméabilisation. Donc un terrain qui est tassé, il est considéré toujours comme artificialisé et comme consommé. Ce n'est pas suffisant pour appeler ça une renaturation. Mais c'est une vraie question parce que les premiers qui testent ça, c'est les opérateurs commerciaux. Puisque dans le cadre du ZAN, sur les autorisations CDAC, il y a déjà un des critères qui peut être la renaturation. Et donc, évidemment, on nous a posé ce genre de questions et ça commence à être étudié via ces opérations. On ne sait pas forcément faire, mais on sait que c'est plus que ça. Voilà. Sachant qu'on vous dirait que pour reconstituer un sol, il faut un siècle. Donc voilà, c'est la renaturation, c'est quelque chose de très théorique. Voilà, on ne sait pas si on y arrivera. Juste, je me permets de réagir sur quelques éléments qui ont été dits, notamment sur les PLU. Les PLU, il y en a certains qui avaient déjà intégré, suite à la modernisation des PLU, des choses concernant la densification.
des outils qui permettaient la densification, notamment des hauteurs minimum, et ils avaient supprimé les COS et pas encore intégré des coefficients d'emprise au sol. Ni de coefficient de biotope. Donc en fait, on était dans une période, suite à la modernisation, plutôt favorable à la densification. Et ce qu'on constate, c'est que les PLU de cette génération, ils sont en train d'être modifiés ou révisés pour revenir en arrière. Justement parce que les élus ont été un peu échaudés par quelques opérations de densification un peu brutales, même si, d'un point de vue de professionnel, c'est tout à fait correct, hein, mais la ville, quand elle se fait, ça fait que si on construit des collectifs au milieu du pavillonnaire, il y a des pavillonnaires qui se retrouvent entourés d'immeubles et c'est difficile à supporter pour le dernier qui habite le pavillonnaire. Mais c'est ce qui s'est passé dans Grenoble, c'est ce qui existe déjà dans Grenoble, donc c'est la ville qui se fait, c'est logique, c'est assez difficile à supporter. Et dans des communes pas petites, hein, comme Chasse-sur-Rhône par exemple, dans la banlieue viennoise, qui a une gare importante, qui est en plein développement, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, modification juste avant le PLUI, pour réintroduire une emprise au sol dans les secteurs, pas forcément loin de la gare, parce que c'est difficile à supporter, certaines opérations un peu malheureuses. Et c'est vrai que sur la densification du pavillonnaire, on a un peu du mal à accompagner ça pour que ce soit des opérations qualitatives. L'opération de le bureau... Les agents immobiliers qui font la pico-promotion que vous avez vu, je les avais vus intervenir dans d'autres, c'est très intéressant, mais c'est difficile en fait. Le PLU n'est pas fait pour favoriser ce genre d'opération. En fait, voilà. Et moi, j'en suis venu à conseiller plutôt aux élus de supprimer des règles, parce que on a tendance à dire que le ZAN, c'est trop de règles, c'est trop de chiffres, etc. Mais quand les élus sont face à un document d'urbanisme, ils ont tendance à vouloir en rajouter. Donc les PLUI, c'est 300 pages, 400 pages de règlement. C'est très compliqué à lire pour les particuliers qui voudraient construire, même pour les architectes, hein, qui ont du mal à se retrouver maintenant dans ces règlements très complexes. Et j'ai tendance à dire, pour que le projet s'exprime, il faut plutôt supprimer des règles qu'en rajouter. C'était un peu le but de la modernisation du PLU, mais le problème, c'est que le naturel revient au galop et on a tendance à vouloir en rajouter. L'exemple même, c'est l'OAP non réglementaire. L'OAP sans règlement. En fait, j'ai vu certains bureaux d'études appeler ça l'OAP réglementaire. C'est tout l'inverse qui est voulu, c'est-à-dire c'est une OAP où on n'a pas de règlement associé à côté, qui se passe complètement, donc le secteur est complètement non réglementé, c'est uniquement les orientations de l'OAP qui viennent en fait permettre au projet de s'exprimer. Hein, c'est des orientations simples, ce n'est pas des règles. Et souvent, dans les OAP qu'on voit sous cette forme-là, on a en fait un règlement qui est réintroduit parce qu'on a peur du vide, en fait. Donc c'est plutôt l'inverse. L'idée, en effet, c'est que l'intérêt, c'est de partir du projet et de vérifier après si on ne surconsomme pas. On est bien d'accord. Mais si on commence à se dire à quoi j'ai droit, hein, c'est le problème des PLUI qui s'élaborent actuellement, c'est que les élus veulent savoir à quoi ils ont droit dans le cadre du ZAN. Ce n'est pas ça la première question à se poser. C'est de quoi j'ai besoin et quel projet je veux pour ma commune, avant de se poser la question de à combien j'ai droit. C'est intéressant que le débat par plusieurs d'entre vous vienne sur les documents d'urbanisme, la manière dont ils sont élaborés, ce qu'ils permettent, etc. Donc, on n'a pas vocation à être les ambassadeurs des faiseurs de PLU, mais vu qu'on mouille un peu la chemise là-dessus, on peut vous faire ce témoignage-là. Et désolé, je vais vous décevoir en fait. C'est que malheureusement, la manière dont les documents d'urbanisme sont élaborés, c'est 20% d'innovation, et je regarde Stéphane parce qu'on a bien été mobilisé là-dessus, et 80% de choses, je ne vais pas dire qui ne servent à rien, et je regarde les copains de la DDT en face, mais qui sont quand même pas du tout dans le sens de ce qu'on va évoquer. C'est-à-dire que les 80% que j'évoque, c'est pas ce qui nous permet d'aller étudier les gisements immobiliers ou la faisabilité foncière. C'est pas les travaux qui nous permettent d'avoir des règles testées avec des opérateurs qu'on pourrait mobiliser comme vous lors des réunions qui soient autre chose que des réunions de concertation, mais des réunions de construction collective. En fait, je comprends que vous ameniez le débat sur le document encadrant qui détermine tout plein de choses.
l'acceptabilité sociale, la constructibilité, la détermination des valeurs foncières et immobilières. Malheureusement, la manière dont ces documents d'urbanisme sont financés, ont à être élaborés, l'échelle d'application qu'ils ont, on fait ce qu'on peut en fait. Désolé de dire ça, mais donc je pense que ce qu'on aurait à l'agenda en fait, c'est d'inventer des méthodes d'élaboration des documents d'urbanisme qui permettent peut-être d'être un peu light, comme le dit Pierre. Malheureusement, on part toujours avec l'idée de faire des documents light et comme tu l'évoques, au final, heureusement qu'on n'a pas dit qu'ils étaient lourds, parce que sinon je ne sais pas ce que ça aurait été. Ça c'est le premier truc. On part toujours avec l'idée de se dire on va construire des règles avec les opérateurs. Donc on va inventer des réunions autres et puis au final c'est ce qui passe à la trappe. Donc les PLH c'est aussi un peu la même chose. Je suis un peu moins dedans que les collègues là-dessus, mais on a à l'agenda le fait de pouvoir faire ensemble différemment en fait les documents cadres qui déterminent beaucoup de choses par la suite. Ça je pense qu'on peut tomber d'accord là-dessus. Par contre, la manière dont tout ça sous-entend des financements, des temps d'animation et des modes de faire différents, on n'y est pas vraiment encore. Donc je pense qu'à l'agenda, l'élaboration des prochaines générations de documents d'urbanisme, et encore une fois, qu'ils soient à l'échelle communale ou intercommunale, on pourra inventer ça. Mais tout le monde se dépatouille en fait avec des documents d'urbanisme plus ou moins bien faits. Ceux qui en sont redevables parce qu'ils les ont plus ou moins bien élaborés, et ceux qui ont à l'appliquer parce qu'ils ne comprennent rien à la manière dont ça a été écrit. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet. Oui, merci. Michel Rostin-Puissant, conseiller Saint-Jean-de-Broiran et Pays Voironnais. Personnellement, j'aimerais aborder un volet un petit peu différent de ce qui a été présenté. Je trouve la présentation technique superbe, etc. Les problèmes sont bien posés d'un point de vue technique et d'autre côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème humain, c'est-à-dire où veut aller la société, où veulent aller les habitants. Globalement, on peut imaginer que le schéma logement peut répondre, c'est un peu une caricature, mais peut répondre à un schéma un petit peu maslowien, enfin Maslow, c'est-à-dire qu'on parle de la couche besoin. Donc les gens, ils veulent se loger dans des conditions financières ad hoc, enfin, etc., etc. Et puis, ils aspirent à de la promotion sociale, aussi bien financière que dans le logement, en montant jusqu'au pouvoir. Mais alors, le pouvoir, je situerai au pouvoir les constructeurs, les promoteurs, l'État, enfin tout ça, qui veulent quelque part imposer des lois sur la pyramide en espérant qu'ils s'imposent jusqu'au bas de l'échelle, si l'on peut dire, s'il y a une échelle sociale. Ce problème social m'intéresse grandement parce que la densification, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'environnement. Les gens, s'ils habitent, ils veulent habiter d'abord. Où? C'est un autre problème. Après, travailler, d'accord. Comment on joint l'habitation au travail? Donc ça nécessite un environnement de communication, de voirie, etc., qui n'est pas abordé dans le sujet globalement, dans nos discours. On parle de ZAN au niveau de l'habitat, ça je veux bien, mais il y a tous les déplacements qui vont avec, les déplacements travail, les déplacements scolaires, toute la vie en fait. Donc en fait, moi je verrais mieux l'approche globale de l'habitat par un côté qualitatif en termes d'aspiration des gens, des habitations. Prenez, je veux dire, n'importe qui, hein, j'en fais partie, offrez-leur de l'habitation très confortable et très agréable en collectif, je pense que beaucoup de gens vont y aller. Mais aujourd'hui, je suis un peu au regret de dire que le social ne va pas dans ce sens-là. Le social et bien d'autres montages privés vont vers le pur économique. Le pur économique, et là on fait fi naturellement de la vraie aspiration interne. Enfin, les gens sont soumis au départ au niveau du besoin, mais leurs aspirations propres, pour eux, pour leurs enfants, etc., c'est quand même une progression sociale et d'arriver vers une situation qui leur va, de confort, d'habitation, de relations, etc. La ville n'est pas critiquable en soi. J'en viens de la ville. Maintenant, je suis en campagne, mais j'en viens de la ville, donc j'ai vécu, je sais ce que c'est que la qualité de la ville et globalement l'évolution sociale dans la ville aussi. Et ce volet-là, il est un petit peu retiré de tous nos discours. On oublie en fait, je ne vais pas dire le client, mais c'est un petit peu ça. Hein, on veut tout imposer, la loi en tête, ZAN compris, etc. Je défends l'environnement par ailleurs, donc je ne vais pas critiquer la démarche environnementale, ça c'est autre chose. Mais il y a quand même ce volet social qui est indispensable, parce que s'il n'est pas respecté, in fine, à un certain moment, on va vers des situations de conflit de quartier,
avec toutes les dérives que l'on constate sur la région grenobloise, hein, Grenoble, Chiron, etc. Il y en a plein les journaux, etc. Bon, tout ça manque un petit peu au volet et manque peut-être d'une étude, sinon étude complémentaire, il manque quand même le volet psychologique global de la société. Merci. Merci pour vos témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? On prend encore 5 ou 10 minutes de réaction, et après on va se permettre de vous faire un tout petit peu travailler en fait pour essayer d'imaginer la suite des petits déjeuners et de ce type de débat sur les enjeux de la mise en œuvre de la sobriété foncière. Alors Marilyn, et puis après... Ouais, donc Marilyn Cailleux de l'EPFL du Dauphiné à l'Action foncière. Oui, par rapport à juste en appuyant sur ce que vient de dire monsieur, en fait, les problèmes d'acceptabilité qu'on a cités sur la densification, c'est en fait des problèmes de densification dents creuses. Si on raisonne par contre réhabilitation du parc ancien, on s'aperçoit qu'en termes d'acceptabilité, on ne va pas avoir le même problème. En termes d'accès au déplacement, on n'aura pas le même problème puisqu'on s'insère dans quelque chose qui est préexistant. Et c'est également quelque chose qu'avaient souligné les PORA sur la question de la densification des zones productives économiques. C'est que là où elles sont acceptées. Donc refaire de la zone économique là où elle existe, ça limite ces phénomènes de rejet et donc c'est intéressant par nature. Et par rapport à ça, donc c'est le côté qualitatif de la proposition qu'on va faire en termes de densification. Moi, je viens du milieu de l'agriculture à l'origine, où on présente toujours les choses sous l'angle de la multifonctionnalité. L'agriculture, c'est de l'environnement, c'est la production, c'est des paysages. Et côté urbanisme, on découvre que les sols sont des sols qui sont vivants et on pourrait aller plus loin, justement. Le ZAN, c'est aussi de la préservation de tout ça, c'est de la préservation de l'agriculture, de l'environnement. Quand on est en extension sur des grandes ZAC, on va faire des études d'impact, on va faire des études sur l'impact de l'agriculture, et ça, c'est des choses qu'on va internaliser dans les coûts de création de la ZAC. Par contre, quand on fait de la réhabilitation en centre-ville, on se dit c'est très cher, et le budget qu'on a en face, c'est le budget logement. On n'a pas un budget d'évitement d'impact agricole, d'évitement d'impact écologique. Et peut-être que ça, c'est, en étant optimiste, un axe de réflexion qu'on pourrait amener pour varier les plans de financement. Merci Marie-Méline. C'est vrai qu'Emmanuel Mansul avait souligné, quand il est venu nous présenter ses opérations de rénovation patrimoniale en centre-ville, que finalement il avait très peu de recours, voire que c'était même bien vu par les riverains, et que du coup ces opérations, quelque part, elles pouvaient aller plus vite que des opérations de destruction et de refabrication d'immeubles. Je ne sais pas, Stéphane, tu indiquais qu'il y avait une question. On est là tous ensemble. Je fais aussi écho parce qu'il y a quelqu'un de la ville de Grenoble derrière. Vendredi matin, on était à un atelier sur justement la qualité de l'habitat. Grenoble anime des cycles d'animation de la charte qualité habitat. Pour rebondir sur ce que disait Eric, qui est dans la salle, administrateur de bailleurs et élu au sein de la métropole. Moi, ma question, c'est de savoir tous les travaux puis il y a quelques élus dans la salle, comment ça alimente aussi, quelque part, tout ce travail, une aide à la décision. Moi, j'étais assez frappé vendredi matin. On nous demande de nous réunir. Il y avait aussi Ganaël. On était tous contents de se réunir. Il y avait des archis, la profession bois. On était tous contents de se retrouver, d'échanger. Mais à un moment donné, il faut que ça alimente aussi pour les élus, pour qu'ils puissent se rendre compte c'est quoi la réalité. Et là, entre autres, on était sur des choses très concrètes, la réalité des entreprises, comment ça se monte une opération. C'est bien beau, que ce soit de la loi nationale ou des ambitions locales, de mettre des ambitions, mais de se dire comment ça tourne réellement. C'est quoi les difficultés. Donc j'espère, je dis ça, que ces ateliers pourront alimenter un débat auprès des élus pour montrer c'est quoi les problématiques et sur quoi on pourrait aboutir. C'est à nous aussi d'arriver à faire des propositions. Je dis ça pourquoi ? Parce que il y a le PFL dans la salle. Pour avoir travaillé quand même 10 ans sur ces problématiques foncières, moi je suis étonné, je le dis, je peux pas me permettre de le dire, je suis à la métro, de la lenteur
de la lenteur, parce que ce problème foncier, on l'a soulevé il y a 10 ans avec l'agence, notamment sur le foncier économique. C'est comme ça qu'on a commencé à poser ces sujets. Cette stratégie foncière, ça fait 15 ans qu'on en parle à la métropole. Ça fait 15 ans. Et aujourd'hui, on voit, il y a de l'action foncière, parce que le PFL bien sûr intervient, mais je ne vois pas se dessiner une stratégie foncière. Et je parle de la métropole, il y a un élu aussi du Grésivaudan. On est très content parce qu'il y a il y a aussi une politique foncière, j'ai envie de dire, sur ces territoires. Mais je trouve que c'est difficile, mais j'en ai pas les tenants et aboutissants pour le débloquer. On a de l'action foncière, ça nous permet, nous aussi, en tant qu'acteurs du logement social, de bénéficier des aides pour intervenir et pouvoir faire du logement. Par contre, je ne vois pas vraiment se dessiner une véritable stratégie foncière. C'est-à-dire que je ne comprends pas la logique, on reste quand même dans une logique d'opportunité. Et je pense que c'est l'enjeu demain. Pourtant, on avait tenté de le faire un petit peu dans le PLUI. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Je n'arrive pas à comprendre finalement quels sont les points qui sont bloquants. Je le dis d'autant plus, j'ai eu la chance de travailler à Rennes, où j'ai vraiment vu ce que c'était qu'une politique foncière. Là, pour le coup, voilà. Mais ça demande un portage politique et en tout cas une vision politique. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être en difficulté à avoir. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais... Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a un je vous passe la parole. Nadine Reux. Et après, s'il y a un promoteur dans la salle, il me semble que j'avais... J'avais demandé éventuellement à monsieur Schmitt, mais je crois qu'il a pu nous rejoindre finalement. Voilà, merci. Si vous pouvez aussi éventuellement intervenir, ça sera bienvenu si vous le souhaitez. Nadine Reux. Oui, bonjour. Nadine Reux, je suis maire de Charnec, une petite commune du Pays Voironnais, et vice-présidente au Pays Voironnais. Je déplore, comme vous, qu'il y a peu d'élus qui participent et peu d'élus a priori ici, mais d'une manière générale, ces questions-là sont extrêmement compliquées et difficiles à appréhender. Il faut voir que pour créer une liste électorale avant les élections, c'est difficile et on est loin d'avoir sur nos listes que des spécialistes ou que des gens qui connaissent l'urbanisme, pour parler de ce sujet-là, ou de la santé, ou le scolaire, etc. Les élus sont pris quand ils arrivent, par un ensemble de choses à faire, de sujets très divers, très variés, avec chacun ses spécificités, et on a assez peu de temps pour se projeter, pour réfléchir, et pour pouvoir faire des projets à long terme, essayer de débloquer des situations. Je vous rejoins tout à fait, je pense qu'il y a un problème de formation des élus et de conscientisation. Et les élus se présentent au début parce qu'ils ont envie de le faire, mais pas du tout parce qu'ils ont forcément telle et telle compétence pour le faire. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution miracle non plus, mais une conscientisation en début de mandat serait peut-être utile. Les sujets sont complexes. Là, ne serait-ce que pour cette question-là, on a des lois et en fonction des dates, les choses ne s'appliquent pas de la même manière. On a des choses très théoriques, d'autres très concrètes. On fait face aux désirs des habitants, aux désirs des industriels, tous les gens qui ont des projets. Et tout ça, on s'entrechoque et on n'a aucune règle de conduite claire aujourd'hui. Donc moi, je suis très heureuse et très preneuse de ce genre d'échange parce que ça aide petit à petit à se construire une idée, à essayer d'avancer ensemble avec les différents acteurs, ce qui est pour moi indispensable. Mais effectivement, ça mériterait qu'il y ait beaucoup plus d'élus qui y participent. Ouais. Merci. Oui. On amène le micro. Oui, bonjour, Sylvaine Lamarche, chef de projet ZAN pour la métropole. Donc, je ne vais pas répondre pour la métropole sur les aspects stratégie foncière. Par contre, sur les aspects sensibilisation des élus, on organise actuellement un cycle d'ateliers avec les élus des communes, des 49 communes du territoire. On arrive quand même on a touché une 50aine d'élus sur le territoire de toutes les communes qui viennent quand même pour comprendre ce que c'est le ZAN, voir comment ça va se traduire sur leur territoire
Et cette stratégie, elle est en construction, hein, au niveau de la métropole. C'est pas la métropole qui l'a fait toute seule dans son coin, elle est en construction avec les communes. Mais voilà, enfin, ce travail, il est en cours. Et effectivement, il y a une bonne partie des élus, avec les disponibilités qu'ils ont évidemment, qui participent à ces ateliers. Merci. Est-ce que M. Schmitt, vous souhaitez intervenir? Bonjour. Alors, Merci. souhaiter, je ne sais pas, peut-être dire deux mots, effectivement, peut-être je suis le seul représentant de la profession, un maillon complémentaire à cette chaîne. Je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, la qualité des échanges, la qualité des documents qui permettent d'avancer dans ce sujet dans lequel, c'est vrai, c'est assez... On peut prendre ça pour du coercitif, mais nous, c'est un travail sur lequel on œuvre depuis des années. Nous, on est promoteur local, 100% sur la métro, et donc quasiment 100% en rénovation urbaine. Et en remembrement, penser arriver avec des réponses sur pas mal de sujets. Et je me dis que finalement, en fait, il y a encore plus de questions qui se posent. Et comment est-ce qu'on peut être un élément liant de tout ça, hein. Je rejoins M. Bonomi sur la visibilité, la stratégie foncière, où de la même manière, on a un peu du mal à y voir clair sur un outil vraiment qui s'appelle le PFL, qui pour nous est un des maillons majeurs de cette maîtrise, de cette vision, et qui doit nous permettre d'œuvrer tous dans le même sens. Mais c'est comment, pour le moment, on voit plutôt ça comme un outil de maîtrise foncière, mais sans visibilité. Donc moi, la plus grosse question, l'interrogation, je pense que c'est l'outil essentiel pour ce remembrement, pour cette vision, non pas à court terme, mais à moyen terme. Voilà, la plus grosse question, c'est comment est-ce qu'on peut travailler avec le PFL et avec les élus sur la qualification de tout, la qualification et requalification de tous ces fonciers. Merci. Est-ce que la question d'acceptabilité, vous la percevez quand même dans vos programmes, en fait? L'acceptabilité, elle est essentielle. On la voit dans toutes nos opérations, et effectivement, on essaye de l'appréhender du mieux qu'on peut. Alors après, il y a acceptabilité, il y a des outils sur lesquels on travaille, qui sont des aspects réglementaires. La notion d'acceptabilité, elle est assez, je dirais, floue là aussi, tout en tenant compte du contexte. Donc, oui, on travaille. Après, comment les élus peuvent rendre acceptables les projets et comment les défendre. Voilà, c'est un sujet sur lequel il y a une formation. Alors une formation, ou en tout cas un parcours où nous on peut donner des clés pour bien, je n'aime pas trop les mots, mais comment rendre un dossier acceptable mais réalisable. Et c'est un enjeu qui est très, très fin. Très bien, merci. Je crois, Joanne, qu'on doit passer un petit peu au dernier petit moment de notre programme. Je te laisse l'animer. Oui, alors vous avez vu, on vous a fait revivre certains extraits, certains petits déjeuners. Certains d'entre vous sont venus à tous les petits déjeuners, d'autres sont venus à aucun. Une autre partie à quelques-uns. On vous a présenté un peu le regard agence. Vous avez pu aussi faire part de vos étonnements, vos réactions, vos regards. On a vu que pendant l'année 2024, toute une communauté d'acteurs s'est finalement réunie à intervalles réguliers. Et on vous propose, là, dans les dernières 20 minutes qui nous restent, de travailler ensemble sur quelle pourrait être la suite en 2025. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on va vous demander quelles sont vos attentes pour 2025, mais vos attentes en termes de sujets. Voilà, vous avez vu qu'en 2024, il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés grâce à des interventions. Quels pourraient être les sujets sur lesquels vous souhaiteriez, vous, venir entendre la parole d'opérateurs, d'experts? Quels acteurs vous souhaiteriez entendre?
de quelle expérience vous souhaiteriez qu'on vous témoigne, toujours sur la mise en œuvre opérationnelle du ZAN. Et au niveau des formats, on peut faire un bilan positif de ce format de petit déjeuner, et même l'après-midi, puisqu'on voit que la salle est pleine. Mais il y a peut-être d'autres formats aussi à proposer en complémentarité en 2025.